nouvelle formule dans mes retours de partie sur les jeux de plateau. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, je l'expliquerai à la fin de la vidéo, et pour les autres, on peut passer directement à la suite. Pour la notation, je vous laisse voir dans la description, c'est la même que d'habitude. Ça va de bleu, où j'ai envie d'en refaire tout le temps, à rouge, où je jouerai plus jamais à ce jeu. Donc aujourd'hui, on va voir Ultimate Railroads, Power Plant, Cryptid et Codenames Duo. Ultimate Railroads, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé, mais là je vais pouvoir rentrer plus en détail. Dans Ultimate Railroads, on essaie chacun de construire le réseau ferroviaire le plus long et le plus moderne. Au travers de la Russie pour le jeu de base, mais on va pouvoir aussi investir d'autres contrées dans des modules qu'on verra plus tard. Il s'agit d'un jeu de poste d'ouvriers dans lequel on va envoyer nos bonhommes dans différentes zones pour les faire travailler sur tel ou tel secteur. On va pouvoir dans un premier temps construire nos rails, les améliorer, ici développer nos industries, construire des usines, acheter des locomotives ou recruter des travailleurs ou des conducteurs ici qui vont nous permettre de faire plus d'actions. C'est un jeu très tendu parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et elles sont chères. On va avoir plusieurs axes de développement et il faudra choisir. Par exemple, est-ce qu'on va préférer construire nos rails de base plus loin pour directement envoyer nos locomotives et débloquer les bonus rapidement? Ou alors est-ce qu'on va préférer améliorer nos rails ou alors à développer notre industrie pour commencer à créer un moteur de points de victoire? La base du jeu est très simple et c'est vraiment ce que j'aime là-dedans, mais on va quand même pouvoir débloquer pas mal de petits bonus ici et là qu'on va pouvoir choisir suivant la situation. À chaque fin de manche, on va marquer des points de victoire en fonction de notre développement. Lors de la première manche, on va en marquer généralement entre 0 et 10. Et lors des dernières, c'est limite si on ne fait pas un tour de plateau complet, en marquant en plus entre 80 et 90 points de victoire. Visuellement, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu marron. Moi, j'aime beaucoup le design, mais je comprends qu'on puisse le trouver pas très accueillant. Surtout comparé à certains produits qui sortent aujourd'hui. Thématiquement, c'est pas très glamour non plus. Développer des chemins de fer, voilà. Même si moi, en général, j'aime bien ce genre de thématique assez terre à terre, dans ce jeu-là, c'est quelque chose qu'on oublie assez vite. Mais du coup, visuellement, c'est pas très beau, le thème est pas ouf. Est-ce que ça en fait pour autant un jeu moyen? Eh bien pas du tout, parce que la mécanique est vraiment géniale. La pose d'ouvrier, c'est, je pense, ma mécanique de jeu préférée. Et dans Ultimate Railroads, il y a vraiment tout ce que j'aime. Par exemple, au début de chaque manche, on va se disputer soit les places les plus rentables, soit l'achat de pièces ou d'ouvriers supplémentaires qui vont nous permettre de faire le plus d'actions à cette manche. Mais vouloir faire plus d'actions, c'est quand même passer à côté des meilleures places qui vont être choisies directement. Mais c'est vraiment cette balance que je trouve intéressante. On peut aussi à notre tour réserver la première place pour la manche suivante. Car effectivement être au premier c'est intéressant, on peut aller où on veut. Mais du coup l'ouvrier qu'on va poser ici, on pourra le jouer à cette manche mais en dernier. Donc encore une fois c'est un tour qu'on va passer à pas prendre les meilleures places sur le plateau. Autre chose que j'aime bien aussi sur nos plateaux, on peut débloquer comme on voit ici des sortes de jetons idées. C'est la petite ampoule. Et des jetons idées, on en a plein. Voilà, là, je ne les ai pas tous sortis. Et lorsqu'on débloque un de ces jetons, on peut choisir celui qu'on veut et le placer. Et là encore, il y a un choix. C'est soit on va décider de placer un jeton qui va donner un bonus immédiatement, par exemple pour faire un combo, avancer tel ou tel rail et débloquer autre chose. Ou alors, débloquer un autre bonus, mais qui lui va s'avérer être utile sur le long terme. Il y a beaucoup de petits trucs et de petits choix que je trouve vraiment très malins. Et dans cette grosse boîte, on va retrouver plein de choses. Alors déjà, on va avoir Russian Railroads, qui est le jeu de base, qui est parfait pour le faire découvrir. Ensuite, on va avoir 3 gros modules principaux qui, en gardant la même base, c'est-à-dire cette pose d'ouvrier, vont quand même changer fortement le jeu. Alors on a tout d'abord German Railroads, qui va demander aux joueurs de choisir parmi ces tuiles afin de venir compléter leur ligne. Il y a plein de bonus différents sur ces tuiles et en début de partie, ça va être une petite course afin d'aller récupérer celle qui nous intéresse le plus. Ensuite, on va avoir Asian Railroads, sur lequel on va avoir un plateau industrie commun. Plateau sur lequel va y avoir beaucoup plus d'interactions, là où dans le jeu de base et dans German Railroads, l'industrie se fait plutôt chacun de notre côté. Je pense que c'est le module qui change le plus le jeu. Et le troisième, c'est American Railroads, que je n'ai pas essayé. De tous les retours que j'ai vus, c'est celui qui semble le moins intéressant des trois, c'est pour ça que je ne m'y suis pas encore penché. Peut-être dans le futur, mais il faut dire que les 2 modules précédents sont tellement bons que pour l'instant ils me suffisent largement. Et pour en revenir à German et Asian, j'aime énormément les deux et j'ai la chance d'avoir envie de rejouer aux deux. Et même le Russian de base, je suis toujours content d'y jouer pour faire découvrir le jeu. En plus de ça, on va avoir plein d'autres petits modules, par exemple des cartes en plus, des jetons idées en plus, un système de train sur lequel on va pouvoir venir choisir des bonus et qui vont tous rajouter encore plus de variabilité au jeu. Point que je trouve important dans la pose d'ouvrier, c'est que c'est un jeu quand même très lisible dans le sens où on peut rapidement voir ce qui va intéresser les autres joueurs. Et quand on commence à maîtriser un petit peu le jeu, on va pouvoir aller leur bloquer des actions qui vont quand même nous rapporter mais qui eux vont vraiment les embêter.
Donc du coup, il y aura ce delta qui sera plus intéressant au final. Par contre, il n'est pas sans défaut. Déjà, le comptage des points qui est très simple sur les premières manches, mais qui va commencer à se complexifier sur les dernières. Il y a vraiment des points à prendre en compte partout. Et cette profusion des points peut donner des tours quand même assez longs si autour de la table on a des joueurs calculatoires. Ou alors qui font un peu d'analysis-paralysis. Et enfin, même si la plupart des icônes sont limpides, dans certains modules il y en a quelques-unes qui sont uniques et qui nécessitent d'aller chercher dans le livre des règles, voir ce qu'elles font, et c'est pas toujours évident de les trouver. Mais ça reste quand même un jeu que j'aime énormément. Le Russian Railroads m'avait toujours fait de l'œil, sauf que ça faisait un petit moment qu'il était en rupture. Et lorsqu'ils ont sorti cette grosse boîte, je me suis jeté dessus. Je dois avoir une dizaine de parties sur le jeu, avec la plupart sur German Railroads, et je m'en lasse toujours pas, donc c'est un bon gros vert pour moi. En plus, c'est un jeu qui se joue aussi bien à 2, à 3 ou à 4, même si à 3, il est moins tendu, mais il reste quand même très agréable. Voilà pour Ultimate Railroads. Cryptid. Pareil, Cryptid, j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais rajouter une couche pour vous dire à quel point j'aime ce jeu. Dans Cryptid, on incarne chacun des cryptozoologues à la recherche d'un animal légendaire. On va avoir chacun un indice sur la position du monstre, et notre but va être de deviner les indices des autres, et ensuite de deviner la position du cryptide. Le jeu se met en place très rapidement. On va tirer une carte qui va nous donner la position des 6 plateaux, en plus des constructions à placer dessus, et ensuite les indices qu'on aura tous autour de la table. Les indices peuvent être de différentes formes. Le monstre peut se trouver dans un lac ou dans une forêt. Le monstre peut se trouver dans le désert ou à une case autour. Le monstre peut se trouver jusqu'à 2 cases d'une structure bleue. Donc ici, 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 ici et là. Ou dans un territoire ou à 2 cases d'un territoire d'un animal. Et à notre tour, on peut faire une action parmi deux. On peut soit poser une question à un autre joueur en pointant un hexagone sur le plateau. Est-ce que d'après toi, le monstre peut être ici? Et le joueur doit me répondre uniquement par rapport à son indice, pas par rapport à ce qu'il pense. Si pour lui c'est oui, le joueur à qui je pose la question va placer un cylindre. Si par contre c'est non, il va y placer un cube. Et si lors de mon tour, un joueur place un cube, je dois également, moi aussi, placer un cube à un endroit où pour moi le monstre n'est pas, d'après mon indice. Ou alors quand on pense avoir deviné les indices des autres et trouvé la case où se trouve le cryptide, on peut faire une étude. On place un de nos cylindres sur un hexagone et on dit « je lance une étude ». Et dans le sens horaire en partant de moi, chacun, en plaçant un cylindre ou un cube, va indiquer si pour lui c'est bon ou pas. Imaginons le joueur à ma gauche, pour lui c'est bon. Et si le joueur à ma droite met un cylindre, et que tous les joueurs ont mis un cylindre, ça veut dire que j'ai trouvé la bonne réponse. Par contre, si jamais un cube est placé, par exemple par le joueur rouge, l'étude s'arrête. Et comme c'est à mon tour et qu'un cube a été placé, je place également un cube où je le veux, pas là où j'ai déjà placé un cube. Et aux premières parties, c'est assez dingue de se dire qu'avec nos indices, il y a vraiment une seule case sur le plateau qui va être possible. Mais quand on les compare, on se rend assez vite compte que c'est le cas. Mais bon, comment on fait pour découvrir les indices des autres? Au fur et à mesure de la partie, chaque joueur va venir poser des cubes et des cylindres sur le plateau. Hop. Et on va pouvoir commencer à y voir une sorte de pattern. Par exemple, il y a 5 types de territoires différents. Il y a les marécages, les déserts, la forêt, les lacs et les montagnes. Et si je vois qu'un joueur, par exemple là, le joueur jaune, a mis des cylindres uniquement sur les lacs et sur les forêts, je peux supposer que son indice c'est le monstre se trouve dans les lacs ou dans les forêts. Et ça va être comme ça pour tous les autres joueurs. Mais attention, c'est pas toujours aussi simple et on peut aussi induire les autres en erreur quand on doit placer nos cubes. Mais toujours en respectant notre indice évidemment. Je trouve ce jeu extrêmement satisfaisant. C'est vraiment jouissif quand on arrive à trouver l'indice de quelqu'un avant les autres et d'arriver un peu avancé dans la quête du cryptide. La rejouabilité est folle si tant est qu'on accroche au jeu. Il va y avoir beaucoup de scénarios avec à chaque fois même des indices différents selon le nombre de joueurs. Et même sans ça, si on me remet là ce soir dans la config de la partie que j'ai fait la semaine dernière, je serais incapable de me rappeler d'où était le monstre. Les parties sont assez courtes, ça dure en moyenne 30 minutes, ce que je trouve idéal pour ce genre de proposition. En plus de ça, je le trouve très beau, ça a une allure de jeu abstrait assez coloré, avec un thème qui colle plutôt bien à la mécanique, je le trouve vraiment très agréable. Concernant le nombre de joueurs, le jeu se joue très bien à 3, 4 ou 5. À 5, ça devient un peu plus long et un peu plus difficile, parce que déjà on a plus d'indices à deviner, et même lorsqu'on a les 5, c'est pas toujours évident de trouver l'unique case qui correspond. Par contre, si vous voulez vraiment du vrai challenge, il y a des scénarios dits avancés, où ça va être exactement le même jeu,
Sauf qu'on va pouvoir tomber sur des indices négatifs. Par exemple, le monstre n'est pas à 2 cases d'une structure bleue. Et ça commence vraiment à faire chauffer les méninges. Il y a aussi une variante officielle pour jouer à 2 joueurs, mais que je trouve pas top. Alors attention, je parle pas du jeu Cryptid et légendes urbaines, je parle vraiment d'une variante qui est sortie et qui est dispo sur le site d'Origames. Elle change, je trouve, beaucoup la dynamique du jeu, et en plus, elle apporte un côté chance dont je suis pas vraiment ultra fan, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et si j'avais un défaut à donner au jeu, je dirais que les premières parties sont parfois difficiles à appréhender, il faudra accepter de ne pas arriver au bout. Parce qu'on va se retrouver avec des parties qui vont être simplement bloquées, parce qu'un joueur soit s'est trompé d'indice, soit alors ne l'a pas compris, et du coup a placé ses cubes de la mauvaise façon. C'est pas dramatique, le jeu est pas long, donc on peut se permettre de perdre une ou 2 parties. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à maîtriser le jeu, des fois vous allez demander aux autres joueurs « T'es sûr de ce cube là ?» Et là l'autre joueur va faire « Ah merde, je me suis trompé !» Et là va y avoir florilège de mauvaise foi. « Ah non, mais si c'est comme ça, j'aurais pu trouver bien avant. » C'est assez rigolo, ça râle, mais c'est voilà, ça reste un jeu mignon. Donc ça râle pas méchamment. Bon, à part quand on fait des paris sur celui qui trouve le cryptide en premier, bon ça c'est notre histoire. Et donc après une bonne grosse vingtaine de parties, c'est toujours du vert, mais qui est même à la limite du bleu. J'adore réellement ce jeu, je le propose assez régulièrement. C'est ultra malin, c'est vraiment excellent. En plus il me semble, pour ne rien gâcher, qu'il est très accessible au niveau prix, donc je recommande vraiment Cryptid. Power Plants. Dans Power Plants, on va jouer des sorciers qui se partagent un jardin dans lequel il est possible de faire pousser des plantes magiques. Faire pousser ces plantes qui ont toutes des pouvoirs différents va permettre de développer ces champs, de contrôler les parcelles avec nos fées et d'acquérir des gemmes qui nous feront gagner la partie. Donc voilà, vous avez le thème tout mignon du jeu. Ben maintenant, vous pouvez l'oublier. Parce que Power Plant, c'est un vrai jeu de stratégie, de pose de tuiles et de contrôle de territoire. On commence avec 5 tuiles parcelles déjà posées, une par plante qu'il y aura pendant la partie, et chaque joueur a devant lui 2 tuiles. A son tour, le joueur va prendre une de ces tuiles et la poser à côté des parcelles déjà en place, et choisir parmi 2 actions possibles. Soit activer le pouvoir de germination de la plante qu'il vient de poser, qui est en général puissant, soit décider d'activer les pouvoirs de croissance de toutes les plantes adjacentes à celle qu'il vient de poser. Pouvoirs de croissance qui sont généralement moins puissants, mais parfois, vu le nombre, ça peut s'avérer plus intéressant. Et après avoir joué, on pioche une tuile au hasard qu'on vient placer devant nous. Et le jeu, c'est juste ça, et c'est vraiment ça que j'aime. Une simplicité folle dans les actions qu'on peut faire, mais une grande profondeur de choix. Comme je l'ai dit, chaque plante a des pouvoirs différents. Certaines vont permettre de placer des cubes autour d'elle, d'autres un peu plus loin, de récupérer des gemmes pour moi, ou alors d'en placer sur le plateau. C'est vraiment ultra malin. En plus, on peut voir les 2 tuiles que l'adversaire a, et du coup anticiper ce qu'il compte faire. Et on enchaîne comme ça. Hop. On va placer des tuiles, on met des cubes, on pioche, on replace des tuiles, on fait les pouvoirs de toutes les plantes, ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles dans la pioche. Et le score final va dépendre de 3 choses. Premièrement, des gemmes qu'on a ramassées pendant la partie. Ensuite, des gemmes qui sont présentes sur les parcelles qu'on contrôle, on les récupère. Et on fait le tour de chaque champ. Les champs, ce sont les parcelles qui sont de la même couleur, qui sont côte à côte. Et on va regarder la majorité. Et plus les champs sont grands, plus ils rapportent de points. Et du coup, pendant la partie, en plus de se développer, on va pouvoir essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres. Si je dois placer à mon tour un cube là où est déjà un autre joueur, je lui enlève à la place. C'est du 1 pour 1. Si je dois en placer 2 et qu'il y en a déjà un, j'en enlève un. Moi, j'en place pas un, mais par contre, j'ai toujours mon second que je peux venir mettre. Et lors d'une égalité sur le contrôle d'un champ, c'est celui qui contrôle la parcelle avec le plus petit numéro qui remporte l'égalité. Donc il y a aussi ça à prendre en compte lorsqu'on vient placer nos fées qui sont représentées par des cubes. Donc certaines parcelles peuvent être très chères. Il y a quand même une petite part de hasard dans la pioche des tuiles. Elle peut parfois vous donner celle que vous attendez absolument et parfois non. Mais ce hasard est un peu contrebalancé par un marché qu'il y a ici. Si jamais je pioche une tuile et que devant moi je me retrouve avec 2 fois la même, je peux l'échanger avec une des 3 qui est ici. Mais bon, faut pas s'attendre non plus à un énorme jeu expert, mais il y a quand même cette profondeur qui pourrait convenir à pas mal de gros joueurs, je pense. Il est extrêmement agréable à jouer et surtout très facile à sortir. En plus de ça, le jeu est très joli, il est aussi très coloré. Je suis absolument fan du rendu des cubes en bois posés sur les parcelles de couleurs.
Petit bémol par contre, c'est le pion sorcier qu'on vient mettre sur la parcelle qu'on vient de poser, qui est juste un gros cylindre rouge, je trouve ça un peu dommage. Ah oui, il y a aussi une énorme rejouabilité. La partie se fait avec 5 couleurs de plantes différentes, sachant qu'il y en a 8 en tout dans la boîte. Et en plus, chaque couleur est associée à 2 plantes différentes, qui ont à chaque fois des pouvoirs différents. Je pense que la config la plus équilibrée, c'est à 3 joueurs. Elle va gagner du fun à 4 et beaucoup de stratégie à 2. À 5 par contre, je pense que ça doit être un chouïa trop long. S'il y avait un défaut par contre, je dirais que c'est quand même compliqué de retenir le pouvoir de toutes les plantes. Et on est souvent le nez plongé dans l'aide de jeu. Aide de jeu qui par contre est très bien faite. Et je pense aussi qu'il y a un gros nombre de choix qui peut ralentir certains joueurs. Mais bon, ça va être un énorme bleu pour moi. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu le mois dernier. J'ai dû faire 5 parties, toujours avec les plantes de base qu'ils recommandent au début. Et là, j'ai juste envie d'en refaire d'autres pour essayer d'autres plantes, d'autres combinaisons. J'adore vraiment ce jeu. Il y a un petit feeling le roi est mort, je trouve, avec ce placement de cubes et ce thème, même s'il colle plutôt bien, s'efface assez rapidement pour laisser sa place à la mécanique. D'ailleurs, je pense que si j'ai toujours envie d'y rejouer après avoir testé les autres plantes et plusieurs combinaisons, j'essaierai de me procurer la version de luxe avec plus de plantes et je crois qu'il y a 1 ou 2 extensions en plus dedans. Donc voilà, Power Plants, un bon gros bleu pour moi, vraiment trop bien. Codenames Duo. Avant d'aborder celui-là, on va parler rapidement de son grand frère, Codenames premier du nom. Codenames, c'est un jeu d'association d'idées en équipe. Dans chaque équipe, on retrouve un maître espion et des agents. Les maîtres espions doivent faire deviner 8 ou 9 mots à leur équipe, parmi une grille de 25, en leur donnant un indice et un chiffre. Chiffre correspondant au nombre de mots sur la grille qui colle avec l'indice. Une fois l'indice donné, les agents doivent sélectionner les mots un par un. La grille est commune, il va y avoir des mots rouges pour une équipe, des mots bleus pour l'autre, des mots neutres et un mot noir. Mot noir qui, lorsqu'il est désigné, fait perdre l'équipe qu'il a choisie. Ces couleurs sont présentes sur une carte quadrillée comme celle-ci, qui est tirée en début de partie et qui est cachée aux agents. Et la première équipe à trouver tous ces mots gagne. Codenames, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué pendant des années. Je le sortais dès que j'avais une soirée jeu un peu tranquille. Mais au fur et à mesure que j'ai découvert d'autres jeux d'ambiance, je lui ai trouvé quand même pas mal de défauts. Déjà, c'est un jeu qui demande à être 6, je pense. À 4, c'est beaucoup moins fun. À 8, c'est un peu trop le boxon. Et si c'est des nombres impairs, c'est un peu déséquilibré. C'est un jeu qui n'est pas toujours intéressant. Suivant la grille qu'on va avoir, on ne peut pas toujours faire des coups de génie. Ça va nous obliger à en faire des mots en 2, voire en 1, parce que des fois on n'a vraiment pas le choix. Et si quand même on veut essayer de donner l'indice miracle, ça peut commencer à vite être long pour tout le monde. Et surtout, si t'es agent, t'attends quand même 90% du temps. Après bien sûr, tu rigoles, t'essaies de gêner les autres, mais le fait est que tu joues pas. Donc voilà, je l'ai mis rapidement de côté au profit d'autres jeux. Et quand Codenames Duo est sorti, je me suis vraiment demandé quel pouvait être réellement l'intérêt d'un jeu pareil à 2. Mais au fil des mois, il y avait quand même pas mal de bons retours. Et donc il y a quelques semaines, je suis tombé dessus en boutique avant d'aller boire un verre en ville. Et je me suis dit, tiens, on va aller l'essayer. Alors, mis à part qu'il se joue à 2, la base du jeu est la même. On a toujours une grille de 25 mots, mais la carte est recto verso. On a 9 mots chacun à faire deviner, donc 3 communs. Il y a toujours les mots neutres, mais il y a également 3 cases noires à éviter chacun de notre côté, dont une qui est commune. Et en fait, Codenames Duo, c'est vachement bien. Déjà, ça gomme vachement de défauts du premier. On le sort plus facilement parce qu'il se joue qu'à 2. On peut quand même toujours avoir des grilles qui ne permettent pas des folies, mais le jeu ne tire pas sur la longueur car il ne nous donne que 9 tours. Et si à la fin de ces 9 tours on n'a pas réussi à faire deviner les 15 mots, c'est perdu. Et surtout on n'attend jamais. Soit on essaie de trouver les mots par rapport à l'indice qu'on a reçu, ou alors nous on essaie de chercher l'indice qu'on va donner. En plus je pense que c'est un jeu qui va commencer à devenir bien plus amusant au fur et à mesure qu'on va y jouer avec des personnes qu'on connaît bien. Quand on va commencer à caler des références communes, voire des private jokes, ça peut être très chouette. Il y a aussi un mode campagne dans la boîte qui consiste à enchaîner les parties avec un nombre de manches limité et moins de droit à l'erreur. Je ne l'ai pas essayé mais pourquoi pas. Donc ça va être du jaune pour Codenames Duo. Pas plus parce qu'à 2 joueurs je commence vraiment à avoir d'excellents jeux. Mais par contre si on me le propose je serais sincèrement ravi de le ressortir. Et du coup après avoir essayé Codenames Duo, j'ai ressorti le premier en soirée. On s'amuse quand même bien mais les défauts sont toujours là. Voilà, c'était mon humble retour sur ces 4 jeux. J'ai décidé de changer de format pour plusieurs raisons. Déjà pour alléger un peu le tout. Le mois dernier, j'ai joué à 44 jeux différents et je m'en étais pas rendu compte parce que je note mes impressions le lendemain ou quelques jours après avoir joué au jeu. Mais quand j'ai voulu relire le tout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Ça aurait été imbitable à regarder pour vous et à enregistrer à monter pour moi.
En format plus petit, je pourrais en ressortir plus souvent. Quoique je suis en train de regarder, ça fait quand même 1h20 que j'enregistre. C'est vrai qu'installer c'est un petit peu long, mais ça me plaît quand même. Je trouve ça en plus agréable à regarder. Ensuite, ça me permet aussi de parler des jeux auxquels j'ai envie de parler, au lieu de me forcer à trouver des trucs à dire sur chaque jeu du mois. Je peux comme ça développer un peu plus les choses sans m'enfermer dans un format qui au final va me saouler plus qu'autre chose. Et enfin pour vous, vous savez directement de quel jeu la vidéo parle et vous cliquez seulement si un autre avis sur les jeux qui sont présentés vous intéresse. Voilà, j'espère que la vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!